Israël en guerre, 12e jour de guerre, avec des combats au sud, des combats au nord, et toujours cette question, nous nous sommes quittés la semaine dernière, Israël va-t-il rentrer en opération terrestre dans la bande de Gaza? Va-t-il avoir une guerre totale avec le Hezbollah? 1h30 ensemble, consacrée à l'actualité stricto sensu du monde de la défense. Avec nous ce soir, Océane Nicole, merci d'être avec nous. Et nous avons décidé, pour la première fois, de vous faire entendre la voix de ceux qui connaissent parfaitement bien la situation, la vie sous le joug du Hamas. Merci, Dor Shachar, d'avoir été avec nous. Dor Shachar, ancien Ayman Soubah. Visiblement, il y a une alerte à l'intérieur sur Tel Aviv. On va rester ensemble, ne vous inquiétez pas. Nous avons l'habitude de continuer notre émission lorsqu'il y a une alerte. Dor Shachar, moi ce que j'aimerais comprendre et savoir, le jour où tout s'est passé, le jour, le 7 octobre, où tout a commencé, est-ce que vous avez été surpris? לא הופתעתי, כי אני ידעתי בדיוק מה הם מסוגלים, יכולים לעשות. שקיבלתי טלפון. Je crois qu'on a un problème de... je ne sais pas si on vous entend, si on a le problème de la traduction. Visiblement, on n'a pas la traduction. Je vais essayer de traduire en simultané, allez-y. C'est les aléas du direct. אני אתה תדבר ואני אתרגם תוך כדי. אוקיי. אז אני לא הופתעתי. Je n'étais pas surpris parce que je savais ce qu'ils pouvaient faire. שאני שומע שבת, קיבלנו הזעקה של הטילים ביום שבת, ואז קיבלתי טלפון שהכל בסדר. Je respecte le Shabbat, donc c'était le jour du Shabbat, mais il y a eu des alertes et j'ai reçu un coup de téléphone. Malgré tout, comme c'était une situation sécuritaire problématique, j'ai décroché le téléphone. ועדכנו אותי שמחבלים נכנסו לעוטף עזה, ליהודים. Et on m'a averti que les terroristes étaient rentrés, s'étaient infiltrés dans Gaza. ואני אז נכנסתי לדאגה מאוד, דאגה שלא יכולת לעמוד על הרגליים. Et j'ai commencé à complètement être inquiet, trembler. Parce que je savais ce dont ils étaient capables de faire, ce qu'ils étaient capables de faire. Je savais ce qu'ils étaient capables de faire. Je savais qu'ils, quand j'ai vu ça, je savais qu'ils étaient capables d'ouvrir le ventre d'une femme enceinte, de poignarder des gens. De sortir l'embryon du bébé du ventre de sa mère et de le brûler devant elle. Je savais ce dont ils étaient capables. באכזריות, זה חתכים ידיים, ראשים, לא עושה, אפילו העיניים לא יוצאים ממקום, מהעיניים לא יוצאים Ils ont brûlé des familles, ils ont assassiné des familles, ils ont tué des gens. Je savais ce dont ils étaient capables. J'aimerais quand même vous poser la question, parce que les téléspectateurs aimeraient comprendre aussi votre parcours. Vous vous appelez Dor Shachar aujourd'hui, vous vous appelez Ayman Soubah à l'époque. Pourquoi vous connaissez bien le Hamas? Parce que vous avez vécu jusqu'à 19 ans dans la bande de Gaza. Vous savez parfaitement ce que c'est la vie sous le joug du Hamas. Vous vous êtes converti depuis au judaïsme. J'aimerais vous comprendre, c'est quoi vivre sous le joug du Hamas justement? אני זוכר את עצמי בגיל 3, בבית הספר מחנכים את הילדים להרוג יהודים. Je me souviens qu'à partir de 3 ans, nous étions à l'école et on nous apprend depuis 3 ans à tuer des juifs. מותר, מי שהורג יהודי נכנס לגן עדן מקבל 70 בתולות. C'est non seulement on nous apprend, mais en plus c'est permis de tuer des juifs puisqu'on va obtenir 72 vierges. שהיהודים לקחו את האדמה של הסבא שלכם ומותר להרוג אותם ולקחת את האדמה בחזרה. C'est parce que les Juifs ont volé la terre et donc il faut les tuer, il faut les brûler jusqu'à reprendre la terre.
C'est comme ça בבית qu'ils הספר. font grandir les enfants. ואם תשים לב, הפלסטינאים שמים את הילדים על הכתפיים עם נשק. Et si vous vous apercevez, ils mettent les enfants sur leurs épaules avec des armes, וסרט חמאס וג'יהאד אל-אסלאם על המצח. avec des bandeaux du Hamas et du djihad islamique sur leur front. הילדים שלנו היהודים, אנחנו מגדלים אותם שישחקו כדורגל, כדורסל. Et nos enfants, on les fait grandir en faisant du sport, du football, du basket. אין לנו בעיה רק עם חמאס, יש לנו בעיה עם חמאס, עם נזלת אל-קסאם, ג'יהאד אסלאמי, פתח, אש"ף, Nous n'avons pas de אל-תנזים. problème qu'avec le Hamas, mais avec le djihad islamique, les Tanzim, les Edim el-Qassam, la branche armée, les Tanzim du Fatah aussi. כולם רצחו יהודים. מה שהיה בבוגעים באוטובוסים שהיו מתבוססים בתל אביב, בירושלים, בחיפה, בחדרה, בנתניה, איפה לא? Ceux qui ont explosé des bus et faisaient partie de tous les groupes terroristes dans toutes les grandes villes du pays. ומה שהם אומרים שהיהודים היו פעם מוסלמים, וחלק מהם הפכו להיות כופרים, שזה היהודים, וזה נוצרים. On nous raconte que les juifs étaient avant des musulmans et qu'ils se sont transformés en épicuriens. דאעש, חתך את הראשים, ראינו, חתך את הראשים של אנשים דאעש. גם חמאס, גם ג'יהאד אסלאמי, גם נזלת אל-קסאם, התנזים, פתח, כולם האלו דאעש. Tous ces groupes terroristes, on a vu Daesh couper des têtes, mais tous ces groupes terroristes dans la bande de Gaza et ailleurs sont aussi Daesh. זה מלחמת דת. C'est une guerre de religion. הגיע הזמן שהעולם ידעו שזה מלחמת דת. Le temps est venu que le monde sache que c'est une guerre de religion. שרצחו לנו יהודים ביום שבת, שמסכנים ישנו ורצחו אותם באכזריות. אף מדינה בערבית לא עמדה ולא הגנה את הדבר הזה, כולל במדינת ישראל, ערבים ישראלים, לא Quand הגנו ils את הדבר ont הזה. tué des juifs dans leur sommeil, aucun autre pays arabe n'a contesté et n'a protesté contre cela, y compris les Arabes israéliens qui se sont tus et n'ont rien dit. כשאנחנו מגנים על עצמנו, כל המדינות קמים, ראינו, מצרים, ירדן, לבנון, כולם עמדו על הרגליים נגד מדינת ישראל Quand on se והפגינו. défend, tous les pays avoisinants et nos voisins ont contesté et ont protesté contre nous. כי זה מלחמת דת, זה כבר דאעש, ואם משהו מנסים לעשות זה לשלוט בכל העולם, שיהיה C'est la אסלאם. raison pour laquelle je dis que c'est une guerre de religion et qu'ils veulent dominer le monde. Vous me disiez, hors antenne, juste avant de monter en direct d'Or Shachar, que pour vous, non seulement vous n'avez pas été surpris, mais vous avez subi vous-même des violences et qu'on vous apprenait à l'époque qu'il n'y a pas d'autre solution que de tuer. Et vous me répondez quoi en fait, en quelque sorte? מה שמלמדים אותנו זה שלרצוח יהודים וזה להיכנס לגן עדן. C'est que si on tue des juifs, on va au paradis. זה התעללות מאוד קשה. C'est pas juste quelque chose qu'on dit, c'est aussi des tortures. Tous les otages qui sont maintenant dans la bande de Gaza, ils ne sont pas dans un hôtel 5 étoiles. Au contraire. Et ils subissent des violences. Parce que moi j'ai vécu ces violences, ces tortures, des chocs électriques avec des coups et j'ai prié, je voulais mourir pour arrêter cette souffrance. Ce que vous avez sur le bras, ce sont des souffrances, des sévices que le Hamas vous a fait subir? כן, זה חתכו אותם בסכין יפני, באכזרות. Oui, et c'est au cutter. Vous voyez à quel point ils sont cruels. סכין יפני ולא מהר. Avec un cutter, ils coupent, mais très très doucement. Doucement, doucement. Et à chaque fois qu'il vous touche, vous sentez que vous allez mourir. Ils vous tendent, ils vous accrochent à un mur et vous avez du mal à respirer. Vous vous asphyxiez, vous mourrez de faim, j'avais froid, j'avais soif.
Et j'ai trouvé une couverture et ils viennent, ils me tapent et ils me disent maintenant ça va, ils sont extrêmement cruels. Et maintenant il est temps que le monde se réveille. Ils veulent contrôler le monde, c'est ça qu'ils veulent. Et on ne doit absolument pas les laisser, nous ne les laisserons pas. Il est temps. Il est temps de les combattre. Parce que 99 de la population les soutient. 1% peut-être sont d'accord. Les gens qui ont essayé de fuir les combats, on a dit que le Hamas les empêchait. Ceux qui ont été attrapés ou ceux qui ont essayé de fuir, ils vont devenir quoi? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ils disent le Hamas nous menace. Mais ceux qui décident quel va être le gouvernement, c'est la majorité des personnes les forcent à voter pour eux. Ils ont voté pour le Hamas. Ils veulent tuer les Juifs, mais pas seulement d'ailleurs les Juifs, les chrétiens aussi. Les chrétiens aussi, ils veulent les tuer. Donc c'est un prétexte, ils disent « Ah, on est des pauvres gens, ayez pitié ». Ça sera ma dernière question, Dor Shachar, merci d'avoir été avec nous. Le monde a l'impression de se réveiller et de dire que le Hamas, finalement, c'est Daesh. Mais vous dites, le Hamas, c'était Daesh depuis le départ. Pourquoi ? Oui, c'est évident. Depuis la création du Hamas, c'est Daesh. Le Hamas, Al-Qassam, c'est Daesh. Ça n'est pas seulement qu'ils tuent les gens, ils les torturent, ils coupent des bras, ils coupent des jambes, face aux grands-parents, toutes sortes de tortures. C'est Daesh. Mais j'ai l'impression que le monde ferme les yeux et pense que ce sont des pauvres gens. Quelqu'un veut d'eux, la Jordanie, l'Égypte, pourquoi personne ne les veut? Parce qu'ils savent que c'est Daesh. Merci infiniment, Dor Shachar, d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Je sens votre colère et je sens votre sévérité dans vos propos. Merci. Merci à vous. On va écouter à présent juste une petite réaction d'un soldat, lieutenant-colonel Yoni Shedboun, il est au nord. Il a été appelé immédiatement réserviste sur le front nord pour lutter contre le Hezbollah. Je vous propose de l'écouter. Je suis ici à la frontière de Liban, au nord d'Israël. L'État d'Israël et Tzahal, l'armée d'Israël, ils sont ici avec de grandes forces pour protéger Israël et les villes du nord. Les forces de l'armée, ils s'entraînent avec de grandes volontés de gagner. Je ne conseillerais pas à personne de nous tester cette fois, ça va être mal. Comme j'ai déjà dit, l'État d'Israël et Tzahal préparent pour effacer le Hamas et protéger le nord d'Israël. Meir Dahan, vous venez du nord, vous vous rendez vers le sud. Le colonel Meir Dahan, merci d'être avec nous. Dans quel état d'abord sont les troupes là, à l'heure actuelle? Très haut moral, très grand niveau, très bon entraînement, bien équipé. Et on attend les ordres. Et vous attendez quoi exactement? Parce que plus les jours avancent, plus on se dit qu'Israël est en train de reculer. Je ne pense pas que qui que ce soit recule, bien au contraire. On attend à ce que les conditions se réunissent. Il y a plein de choses à tenir au courant et à prendre en considération. Et tant que les choses se réunissent, l'action aura lieu. J'espère, je ne crois pas que le Nord va joindre, mais on est là, au cas où. Exactement sur le front Nord, parce qu'on dit que tous les jours, le Hezbollah est sur le point d'attaquer. Et pourtant, on dit sur le point d'attaquer, mais quand je fais les comptes, colonel Meir Dahan,
10 missiles anti-tanks, des roquettes, des tirs à la mitrailleuse contre des caméras de surveillance, ça s'appelle pas une attaque? Et une vingtaine de Hezbollah morts dans les contre-attaques. Je crois qu'il y a un équilibre un mauvais équilibre qui se fait. Non, Hezbollah a le moyen de faire bien plus. Je crois qu'il est en train de gratter, de chauffer le terrain, et c'est tout en attendant des ordres. Il faut comprendre quelque chose, Mathias, c'est que Hezbollah fonctionne par rapport à des ordres qu'il reçoit de l'Iran. C'est clair et net. Il ne bougera pas, il ne fera pas l'erreur qu'il a fait en 2006. Et s'il bouge, c'est qu'il a un ordre de l'Iran. Et s'il reçoit l'ordre de l'Iran, eh ben, il y a une intervention internationale qui est sur place, américaine notamment, et on verra ce qui va se passer. Nous, de notre côté, en tant qu'Israël, l'armée israélienne, on est prêt à défendre le nord d'Israël. Et je vous rappelle, Mathias, on a déjà parlé de ça, les propos des 3 derniers chefs d'état-major. Il n'y aura pas une 3e guerre de Liban. Ça sera la dernière guerre de Liban. Le Liban va être écrasé, va être effacé. On n'a pas un autre choix. On a affaire à 300 000 missiles et dans 50 000 de précision, on n'a pas de choix. Quand bien même, ça c'est pour le nord, mais pour le sud, que se passe-t-il? Pour le sud, c'est une question dure, mais pourquoi l'armée israélienne, pour l'instant, reste dans l'attente? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est sur l'attente? Je vous pose la question, colonel Meir-Dahan. Je ne pense pas que je dois répondre trop là-dessus, mais personne n'est en attente, les choses se font. La bande de Gaza est déjà, le centre-ville est pratiquement écrasé et les grandes forces sont là sur place, attendant des ordres. Et à côté de ça, il y a pas mal d'actions qui se font sur le terrain, dans l'air et autres. Je crois qu'on n'attend rien, on fait les choses. Merci, colonel Meir-Dahan, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous venez du Nord, vous allez direction le Sud. Eh bien, bonne chance dans tout ce que vous allez endurer dans les prochaines heures. Alors, du Nord, on passe au Sud et on repart vers le Nord. J'ai pu m'entretenir hier avec l'un des responsables de sécurité d'un des villages frontaliers qui subit également les tirs de missiles anti-tanks et les tirs de mitrailleuses lourdes ainsi que des obus de mortier du Hezbollah. Je vous propose d'écouter cette courte interview. Et nous sommes à la frontière nord et pour des raisons de sécurité, on ne va pas dire où nous sommes exactement avec le commandant de l'officier de sécurité d'un des villages frontaliers. Omer, merci de répondre à nos questions. Alors Omer, d'abord, dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous êtes prêt pour un éventuel combat avec le Hezbollah? Nous sommes prêts et préparés à toute éventualité, à toute situation. Nous défendrons notre pays, notre moshav, par tous les moyens, même si cela signifie, que Dieu nous en préserve, de nous sacrifier pour notre peuple, notre pays. Nous sommes prêts à le faire. C'est bien évidemment pas ce que je vous souhaite. Est-ce que la stratégie a changé depuis ce que l'on a vu dans le Sud? Est-ce que vous avez changé de tactique éventuellement en cas d'infiltration? Rien n'est supposé changer, Tsahal est prêt, nous de même, tous les combattants le sont. Nous sommes prêts, nous savons faire notre travail. Et ce qui s'est passé dans le Sud ne se reproduira jamais, plus jamais. Les combattants de Tsahal en particulier, nous ferons absolument tout pour défendre notre peuple. Nous ferons tout et nous sommes formés pour cela. Notre armée est une armée très professionnelle, très bien préparée. Nous sommes bien préparés et nous connaissons bien notre travail. Qu'est-ce que vous dites au monde justement? Vous êtes en train de dire que plus jamais ça, mais comment le confirmer? Comment en être certain? Plus jamais ça lorsque le Hezbollah n'arrête pas de tirer sur les caméras de surveillance pour vous rendre complètement aveugle. Le Hezbollah peut essayer de nous combattre par des moyens technologiques ou autres, mais comme je l'ai déjà dit, au bout du compte, la protection de ce pays repose sur son capital humain et les gens que nous avons ici avec nous sont des gens de qualité, intelligents, expérimentés et aucun moyen technologique, quel qu'il soit, qu'ils réussissent ou non à désactiver, ne les aidera en rien. Ils échoueront. Nous sommes dans notre droit le plus absolu. Nous sommes venus vivre ici une vie paisible et tranquille. Nous ne cherchons pas la guerre, mais si nous sommes amenés à nous défendre, eh bien nous nous défendrons coûte que coûte, avec intelligence, expertise et efficacité, comme nous savons le faire.
Merci beaucoup. Alors on passe à présent à une histoire digne des plus grands films, scénarios de guerre hollywoodiens. Océane Nicole, on vous a retrouvé. Vous allez nous raconter une histoire. Nos deux invités sont là. D'abord, pour mieux comprendre, je vous laisse la parole. Un miraculé en effet, donc Lior qui est donc avec nous et Oren, ils sont amis. Oren est ami avec l'oncle de Lior et Lior était à ce festival samedi 7 octobre, le festival de musique électronique donc près de Reim. Lorsqu'à 6h30, on va rappeler malheureusement cette histoire, 6h30 il y a les premières alertes à la roquette qui retentissent dans le sud et il y a ensuite les tirs puisque on sait qu'il y a eu des centaines de terroristes infiltrés qui sont arrivés vers ce festival et qui ont tout simplement tiré sur énormément d'Israéliens. Lior monte dans une voiture avec les amis avec lesquels il était. Ils prennent la fuite et là, ils se font tirer dessus et à ce moment-là, ils essayent de s'échapper, ils se dispersent, chacun part un petit peu dans un kibboutz pour se mettre à l'abri et Lior entre en conversation avec donc Oren qui travaillait donc dans les services de sécurité israéliens et là s'ensuit des heures, on va le voir à l'écran, des heures de conversation où Oren et Lior sont restés en contact, vous allez le voir, les premiers messages, Lior reste tout tué jusqu'à qu'on te dise de sortir, les forces de sécurité arrivent, Lior, sauve-moi je t'en prie, à ce moment-là il était caché sous un tank de l'armée, Oren je te le promets sois fort, Lior j'entends des tirs, Oren qui dit je m'en occupe, je fais ce que je peux, ne sors pas tant que je ne te l'ai pas dit, sois fort, essaye d'appuyer sur ta plaie pour arrêter le sang puisqu'il a été grièvement blessé avec des terroristes qui lui ont tiré dessus. Pendant ce temps-là, Oren en même temps parle à tous ses contacts, les forces de sécurité dans les kibboutz dans le sud, il est même allé jusqu'à rentrer en contact avec Kobi Shabtai, le chef de la police israélienne, tout ça pour sauver donc son ami. On voit aussi les heures, ça a commencé à 10h18, 11h, midi, sois fort, Lior dis-moi si tu reçois ce message, j'ai reçu, Lior qui dit je t'en supplie, Oren il est presque 15h, je suis désolé, ils m'ont promis qu'ils étaient en route pour te sauver, essaye de rester éveillé puisque Lior ça fait déjà quand même plusieurs heures qu'il est blessé, il lui dit que petit à petit il va perdre connaissance, les forces de sécurité arrivent, Lior, et on voit que ça se finit à presque 20h où finalement les forces de sécurité sont parvenues à sauver Lior. On va écouter un petit extrait, un message audio que Lior a envoyé à Oren, regardez. C'est effroyable, merci Océane Nicole, c'est effroyable, merci Lior, quel plaisir de vous voir, vraiment quel plaisir de vous voir parce que vous êtes en vie et vous pouvez témoigner. Oren, on se connaît, on va pas raconter d'histoire, on est amis et vous m'avez appelé pour me raconter cette histoire. On précise quand même aux téléspectateurs que vous ne connaissez pas Lior, vous êtes au moment des faits dans votre piscine à Eilat et quand Lior vous appelle ou vous prévient, vous décidez de tout envoyer pousser et vous rentrez dans votre chambre d'hôtel et vous commencez une salle de guerre. Racontez-moi et après je donne la parole à Lior. Bonsoir à tous. J'étais dans un hôtel d'Eilat avec ma famille en vacances pour la fête. Et dès que j'ai reçu les informations selon lesquelles il y avait quelqu'un bloqué sous un char et qui appelait à l'aide, la première chose, c'est que j'ai ouvert effectivement une cellule de crise, une salle de guerre dans la chambre d'hôtel et j'ai commencé à gérer la situation à partir de là. La première chose, j'ai demandé à parler à Lior, même si je ne le connaissais pas. Je connais son oncle, je connais certains membres de sa famille et Lior a commencé à parler et j'ai entendu qu'il chuchotait et qu'il me disait sauve-moi, sauve-moi, je suis sous le char, j'ai été blessé, j'ai une balle qui est entrée dans mon dos et j'ai des éclats dans l'épaule et j'ai dit à ce moment-là je prends le commandement de cet événement, ne sors pas de ta cachette jusqu'à ce que je te dise ce qu'il faut faire. Lior, ça semble fou, parce que vous êtes un
un jeune homme de 24 ans. Vous êtes blessé. Les terroristes viennent vous tirer dessus et vous donnez votre vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé alors que j'étais sous ce char, mais c'était la seule personne à qui j'ai pu faire confiance. J'ai eu confiance et voilà, il était en permanence en contact pendant toutes ces heures et j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Mais à ce moment-là, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Dans ces moments, j'étais désespéré. Je me suis dit, voilà, c'est la fin. C'est la fin, je me suis dit, je vais mourir sous ce char. Et j'ai pensé aussi que tous mes amis étaient morts parce que je ne voyais aucun d'entre eux. J'étais blessé à l'épaule, j'essayais de me panser moi-même. Et en même temps, je vois les terroristes qui sont à quelques mètres de moi, je vois tout ce qui se passe à l'extérieur, je vois qu'ils tuent, ils exécutent des gens et je prie pour qu'ils n'arrivent pas à moi et j'essaye de survivre avec le peu de moyens dont je dispose. Oren, vous m'avez raconté hors antenne que plus les heures passent, plus vous aussi vous perdez patience parce que vous vous êtes engagé à le sauver et vous m'avez dit à un moment j'en peux plus et j'appelle le commissaire central, le chef de la police israélienne et je lui dis maintenant il faut le faire. Oui. D'abord, j'ai envoyé un premier message à Kobi Shabtai, donc le commandant général de la police. On se connaît parce qu'on a fait notre service militaire ensemble. Je le connais bien, je lui fais confiance et je sais que si je lui demande quelque chose, il le fera. Donc j'ai tout d'abord envoyé un message à Kobi Shabtai et j'ai vu qu'il avait lu le message, mais parallèlement j'ai envoyé des messages dans toutes les directions. L'officier des opérations du bataillon de Gaza, le commandant tactique, lui m'a répondu au téléphone alors qu'il y avait des tirs. Et au début je me suis dit je pensais que c'était un soldat blessé parce qu'il était sous un char. Donc je voulais pas un autre Matrat Youssef. Vous savez, ce soldat qui est mort après avoir parti son sang. Et les heures passaient. Et d'un autre côté, je devais rester avec Lior en ligne. Et je n'arrêtais pas de lui dire, ils sont vrais proches. Il y a des combats, ils arrivent. Les combats se rapprochent. Et reste avec moi parce que j'ai peur qu'ils s'évanouissent et qu'ils perdent conscience. Et j'ai dit à Lior, si tu perds du sang, mets ta main sur la blessure pour arrêter l'hémorragie. Je sais qu'on peut mourir d'une hémorragie. Et en fin de compte, Lior m'a dit tu m'as promis, et il m'envoie ce message qu'on a entendu où il était vraiment désespéré, il allait laisser tomber, et je l'appelle et il ne me répond pas. Alors je ne sais pas il s'est évanoui ou s'il n'a plus de batterie. À ce moment-là, j'appelle Kobi Shabtai, le commandant de la police, et j'ai dit Kobi, je sais que tu es très occupé. Voilà, il y a ce jeune homme qui s'est évanoui, il faut envoyer une équipe. Et il me dit, est-ce que c'est le même jeune homme que ce matin? Il m'a dit, parce qu'on était déjà le soir. Alors je lui renvoie la localisation et 25 minutes plus tard, les soldats sont arrivés. Racontez-moi, parce que il y a des bruits de bottes de partout, il y a des tirs de partout. À quel moment vous savez que ce sont des Israéliens qui viennent vous sauver et pas les terroristes? À vrai dire, je ne le savais pas. Je regarde sous la chenille du char et je vois une camionnette blanche. Et je me souviens que les terroristes avaient une camionnette blanche. Donc vraiment, je me suis recroquevillé à l'intérieur du char et j'ai prié pour qu'ils ne me voient pas. Et puis, ils ont prononcé mon prénom. Lior, est-ce que c'est toi? Tu es sous le char? Et j'ai rampé jusqu'à eux avec mes dernières forces et ils m'ont sorti de là.
Merci, messieurs. Je peux que vous saluer, Oren, pour avoir fait tout ce que vous avez fait. Et vous, Lior, d'être en vie, tout simplement. Parce que vivre, c'est aussi être libre, libre de pouvoir dire ce que vous avez vécu. Merci. Si vous le permettez, encore un mot de conclusion. C'était très important pour moi parce que l'histoire de Lior m'a profondément touché. Parce que de mon point de vue, peu importe qui il est, dès qu'il m'a contacté, je me suis dit, je ne peux pas sauver le monde tout entier. Je peux sauver une personne. En général, je sauve les gens. J'ai sauvé plusieurs gens, voilà, pendant des combats. Mais là, j'étais dans cette chambre, mais je ressentais cette responsabilité. Imaginez qu'il meurt d'hémorragie sous le char. Comment j'aurais pu regarder sa mère dans les yeux? Donc, je sentais tout le poids de la responsabilité. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Kobi Shabtai, le commandant général de la police, qui a pris cette histoire au sérieux et qui a envoyé une équipe pour le sortir de cet enfer. Voilà, c'est l'image. Merci, messieurs. Restez. Loïc Stecher, on vous retrouve depuis le sud du pays. La situation a été particulièrement difficile aujourd'hui avec des dizaines et des dizaines d'alertes dans la région. Oui. Effectivement, Mathias, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, des dizaines de nouvelles alertes à la roquette. Alors pour la ville de Sderot, il n'y en a eu qu'une, c'était aux alentours de midi, mais il y en a eu plusieurs dizaines d'autres, notamment concernant l'enveloppe de la bande de Gaza. Et tout à l'heure, il y a 40 minutes, les roquettes qui ont touché, du moins qui ont visé Yafo, Jaffa ou encore l'est de Tel Aviv, on les a vues, certaines d'entre elles, de ces lancements de roquettes ici dans le sud où nous nous trouvons, puisque nous nous trouvons à seulement environ 2 kilomètres de la frontière qui sépare la bande de Gaza et Israël. Je veux également revenir, évidemment, Mathias, sur la réponse israélienne, une réponse assez forte, je dirais, cet après-midi. Entre 16h et 18h, il y a eu beaucoup de tirs de la part de Tsahal, que ce soit via des chars, via des hélicoptères, plutôt des drones, ou encore des jets de l'armée israélienne. Il y a environ 20 minutes, on entendait encore un jet survoler la zone ici, là où nous nous trouvons au sud de Sderot. 16h, 18h, il y avait des bombardements de la part de Tsahal sur les positions terroristes pratiquement toutes les 5 minutes, voire plusieurs fois par minute. Mathias, ça s'est un peu calmé. Après, il y en a eu d'autres tout à l'heure sur un laps de temps d'1 heure environ. Ça s'est à nouveau calmé en ce moment, Mathias, mais ici tout le monde reste sur le qui-vive précisément. Je peux également vous annoncer que malheureusement de nouveaux corps sont retrouvés chaque jour ici. Il y a eu notamment au kibbutz Be'eri où il y a eu ce massacre, un kibbutz martyr. 2 nouveaux corps ont été retrouvés, une femme et un petit garçon, un jeune enfant qui a été retrouvé dans le grenier de la maison, dont le corps a été calciné. Donc 2 nouveaux corps retrouvés ici dans le sud du pays. Et je peux également vous signaler que le porte-parole de Tsahal a déclaré ce matin qu'il restait des cellules terroristes dormantes dans la région, précisément dans la région du Negev. Merci Loïc Stecher pour toutes ces précisions. Justement, vous parlez du porte-parole de l'armée, Daniel Hagari. Nous avons le porte-parole également de l'armée israélienne, Olivier Ravovitz, avec nous. Merci d'être avec nous. Vous arrivez à encore avoir la possibilité d'analyser les situations, d'expliquer ce qui n'est pas explicable, justement. Bon, bonsoir Mathias, écoutez, et bonsoir Océane. Nous sommes dans une guerre avec plusieurs dimensions. Il y a évidemment la dimension terrifiante du massacre qui a obligé Israël à réagir, et nous réagissons aujourd'hui, tout l'État d'Israël, l'échelon politique, l'échelon militaire, mais également toute la société qui est encore, à l'heure où nous parlons, quand on entend les nouvelles terrifiantes de nouveaux corps que nous trouvons, c'est une réaction, je dirais, de mobilisation de toutes les forces et tous les esprits contre le Hamas. Il y a aussi une dimension psychologique,
dans cette crise-là, où pour la première fois l'État d'Israël est face à une guerre qui n'a jamais eu, qui est incomparable avec les guerres précédentes. Le choc du 7 octobre, l'onde de choc qui continue encore à frapper les esprits en Israël n'a pas de précédent. Même la guerre du Kippour, d'après ce que les anciens nous racontent, était une guerre d'armée à armée, avec le drame et la tristesse des morts et des blessés. Mais en une journée ici, il y a eu presque 1500 morts. Le premier jour de la guerre du Kippour, il y a 50 ans, c'était 262 morts le premier jour de la guerre, qui est un chiffre. Colonel Ravovitch, je vous vois sur tous les plateaux de télévision. Et ce qui me choque véritablement des questions qu'on vous pose, c'est toujours, en fait, justifier et encore justifier. À quel moment vous vous dites, je ne comprends plus pourquoi je dois encore justifier les opérations? Je suis très heureux de votre question, Mathias, parce que c'est une guerre aussi, je dirais, pas seulement de communication, mais je dirais c'est une guerre, franchement, entre la lumière et l'obscurité. C'est une guerre où chacun d'entre nous, et là je suis de nouveau sous le drapeau de Tzahal et d'Israël en tant que porte-parole officiel. J'étais il y a quelques semaines comme vous dans mon domaine d'activité, j'étais ici chroniqueur libre de mes mots et de mes paroles, spécialiste militaire, mais un homme qui travaillait comme tous les Israéliens. Tout d'un coup, je reviens comme d'autres centaines de milliers d'autres, puisque 400 000 hommes et femmes sont maintenant sous les drapeaux en tant que réservistes, et d'autres pourraient peut-être également les rejoindre s'il y a besoin. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est que ce soir, par exemple, en venant ici à la chaîne du 24 News, Europe 1 m'appelle pour une interview importante, le 19-20, une émission importante et très écoutée. Et les questions qui me sont posées sont des questions en fait pourquoi nous sommes dans cette situation-là, pourquoi Gaza, comment allons-nous faire avec les Gazaouis, est-ce que l'hôpital oui ou non c'est vraiment le djihad islamique, et si c'est vraiment le djihad islamique, comment pouvez-vous le prouver? Et je me rends compte que même si je l'ai dit déjà plusieurs fois auparavant, depuis hier soir minuit, avec preuve à l'appui, je me rends compte qu'en fait, d'autres doivent m'écouter à l'heure où je parle. D'autres qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, d'autres qui doivent être également dans une situation d'incompréhension, qui sont loin du Moyen-Orient, qui ne connaissent pas. Et puis je me dis, chaque mot que je vais dire est important. Et puis il y a une alerte. Écoutez ça, Mathias, à votre question. Tout d'un coup, une vraie alerte à Tel Aviv. Et une alerte où je dois, comme tous les autres, je quittais mon véhicule, je suis près de la place Dizengoff, et aller me cacher, je me réfugie comme d'autres, dans une cage d'immeuble près des poubelles de l'immeuble. Je suis avec mon portable, expliquant à Europe 1 ce qui se passe près de poubelles. Et j'explique. Et tout d'un coup, il y a le boom. Et le boom, on l'entend aussi sur les ondes d'Europe 1. Et tout d'un coup, j'entends que le son de la voix de la journaliste change. Parce qu'elle comprend. Peut-être qu'elle comprend, je ne sais pas encore une fois, mais c'est vrai qu'il y a une obligation de tous ceux qui aujourd'hui sont ici face à cette guerre, qui est une guerre encore une fois d'un nouveau type, de pouvoir et de devoir expliquer. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas combien de gens, quand je leur parle ou quand je m'exprime, comprennent, vont mieux comprendre, vont être convaincus ou pas, je ne sais pas. Mais je sens que c'est un devoir obligatoire aujourd'hui parce que la légitimité d'Israël est en jeu, la crédibilité d'Israël est en jeu et la force d'Israël est en jeu. Les Israéliens voudraient comprendre aussi. Pour l'instant, ils ne comprennent pas. Les Israéliens et les francophones qui habitent en Israël et à l'étranger ne comprennent pas. Où en est-on des opérations? On a l'impression quand même, je posais la question au colonel Meirdan, mais vous êtes au cœur des discussions au QG. Que se passe-t-il? Il se passe que, depuis le 7 octobre, et après, je dirais, la sidération et le choc, qui ont aussi peut-être touché ceux qui sont à la tête du pays, ne l'oublions pas. Parce que ce qui s'est passé est, encore une fois, innommable. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et les images, les témoignages, j'étais moi-même cette semaine, vous le savez, je crois, je ne sais pas si on peut appeler ça la morgue ou le centre médico-légal, où étaient tous les corps de centaines.
c'est quelque chose qui, à un moment donné, au départ, dans un premier temps, je sais que je vais un peu, vous oblige à réfléchir à ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, Tzahal et l'échelon politique se préparent, semble-t-il, à un développement de cette opération qui d'abord est aérienne, contre le Hamas et le djihad islamique. On doit être également prêt à toute éventualité de développement à la frontière nord. En gros, incursion terrestre ou pas? C'est ça la vraie question que les Israéliens se posent. Parce qu'elle a été promise par l'échelon politique et militaire. Disons que si je reprends, et je dois reprendre en tant que porte-parole de Tzahal officiel, puisque je suis porte-parole officiel, ce que dit le chef d'état-major ce soir, quand il a rencontré des pilotes de chasse, il a dit que nous devons être prêts à une guerre contre le Hamas. L'armée de l'air joue un rôle exceptionnellement important, mais, encore une fois, 400 000 Israéliens sont mobilisés ce soir, en plus de l'armée régulière, et Tzahal se prépare encore une fois à tous ces développements. Je ne peux pas vous en dire plus. Parce que Océan Nicole, aujourd'hui il y a eu un article, peut-être que le colonel Olivier Rafovitz va pouvoir le confirmer ou le nier, selon lequel beaucoup d'officiers demandent à l'état-major politique, cette fois, d'aller jusqu'au bout. Tout à fait. Eux, ils veulent rentrer dans la bande de Gaza et mener une opération terrestre. Et en effet, on a l'impression qu'ils sont un petit peu impatients. Vous l'avez dit, Olivier, les 400 000 réservistes, ça fait déjà plusieurs jours maintenant, depuis presque le début, ce 7 octobre, qu'ils ont été appelés. Ils sont prêts, ils ont eu plusieurs jours pour se préparer maintenant. Et en effet, il y a plusieurs officiers, des hauts officiers de l'armée israélienne, qui ont directement demandé au chef d'état-major Herzi Halevi de commencer véritablement le travail. On le sait et on l'a entendu, l'objectif premier de cette opération aérienne pour l'instant, et peut-être terrestre, c'est d'éradiquer une bonne fois pour toutes le Hamas, de détruire cette organisation terroriste. Et en effet, tout le monde, il y a beaucoup d'officiers qui disent bon bah on est prêt, il faut y aller. Et la question c'est juste... Je vais vous dire... On a le droit de réponse. Je vais vous dire. Vous savez, dans la stratégie militaire, il y a de très nombreuses variables, de très nombreuses considérations. Et je pense qu'il faut vraiment faire confiance à l'échelon politique, puisque en plus il s'est créé un cabinet spécial d'urgence avec des gens comme Benny Gantz, Gadi Eisenkot, qui tous les deux ont été chefs d'état-major de l'armée israélienne, l'un après l'autre. Il y a des considérations politiques internationales. Il y a aussi le fait que les Américains, en l'espace de moins de 15 jours, déplacent 2 porte-avions. Vous savez, 2 porte-avions, c'est plus de 45 navires de guerre. C'est une flotte de guerre énorme. Avec 2 navires, ça s'appelle 2 navires amiraux, c'est le Gerald Ford et le deuxième, j'ai oublié son nom, je crois que c'est le Eisenhower, je ne suis pas sûr. Exact. Et le Gerald Ford fait partie, aujourd'hui le plus grand porte-avions au monde. Oui, mais colonel Rafovitz, moi, j'ai toujours dit, et ça fait plus de 20 ans qu'on se parle, même plus, que Israël, sa devise, lorsque vous étiez à l'époque jeune officier dans le nord du pays, dans l'entre-deux-guerres des 2 guerres du Liban, vous me disiez, Israël n'est jamais aussi fort que s'il se débrouille tout seul. Alors j'ai dit peut-être ce que j'ai dit, je sais, il y a 20 ans j'ai dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, la situation est différente. D'abord, on est très fort, mais il y a aujourd'hui un espace géopolitique qui est tout à fait différent. D'abord, il y a la République islamique d'Iran qui se rapproche de la capacité nucléaire. Puissance importante, l'Iran, on ne peut pas la sous-estimer. Elle produit beaucoup d'armes, dont des armes de combat qu'on nous voyons aujourd'hui activer et tuer des Ukrainiens en Ukraine, et elle est alliée de la Russie. La Russie est en guerre avec l'Ukraine aujourd'hui, donc la Russie est en guerre. Et la Russie soutient l'Iran, et l'Iran soutient la Russie. Il y a un axe sino-russe de plus en plus important. Tout ça, si vous voulez, ne peut pas être déconnecté de la situation générale du Moyen-Orient. Les Américains sont ici aussi parce qu'il y a des enjeux internationaux bien au-delà de ce qui se passe aussi. Juste pour vous dire une chose très courte, c'est que les Américains aujourd'hui reviennent en force dans la région. Un président qui prend une position très claire aujourd'hui en venant à Jérusalem pour quelques heures,
c'est aussi un message que nous devons nous aussi comprendre. Et là où je veux en venir, c'est que la guerre entre l'État d'Israël et le Hamas, c'est une guerre qui a des intérêts premiers israéliens, mais qui peut avoir des conséquences au-delà. Mais le fait, pardon, je me permets, ça fait des jours, depuis vendredi, qu'on dit que la guerre, une opération terrestre est imminente, que Tsahal demande l'évacuation. Est-ce que le fait qu'on attend des jours et des jours, puisqu'en face, on imagine que le Hamas, il se prépare eux aussi, est-ce que du coup, c'est pas mettre l'armée israélienne un peu à défaut, d'attendre avant de rentrer, mais au final, devant aussi, face, le Hamas se prépare aussi? Le Hamas se prépare depuis des années déjà à une entrée possible de forces israéliennes ou d'autres forces dans la bande de Gaza. C'est une force qui a piégé, on a pas mal de renseignements là-dessus, la bande de Gaza un peu partout, des souterrains, etc. etc. Franchement, je propose, je recommande aux analystes, aux journalistes qui s'occupent de dossiers de défense comme vous, pas seulement sur E24 d'ailleurs, de ne pas avoir un chronomètre dans la main. Vous savez, la guerre de 6 jours, qui a été une victoire incroyable pour Israël, a été une guerre où pendant pas mal de temps, il y a eu une attente. Il y avait les menaces de Nasser à l'époque qui disaient on va mettre les Juifs à la mer. Ça a duré plusieurs mois, ça. Jusqu'au jour où Israël a pris... J'ai une surprise pour vous. Olivier Rafovitz. Je vous écoute. Est-ce que vous connaissez le général Gershon Cohen? Je connais. Il est avec nous. Très bien. Gershon Cohen, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et un grand bonjour. Et vous avez... Bien sûr. Gershon Erev Tov, c'est Olivier. Vous avez le bonjour d'Olivier Rafovitz, du colonel Rafovitz, le général Gershon Cohen. Merci d'être avec nous depuis la région. Moi aussi, je lui passe le bonjour, je suis toujours ravi de le voir. Voilà, il vous passe le bonjour Olivier. Colonel Rafovitz, Gershon Cohen, on était en train de parler à l'instant avec le colonel Rafovitz qui nous dit très clairement, arrêtons d'avoir un stopper à la main. L'armée israélienne sait ce qu'elle a à faire. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions également et confirmer bien évidemment ce que disait le colonel à l'instant? Oui, c'est une guerre de longue haleine. C'était clair dès le début des événements que ce serait une opération pas comme les précédentes où les grandes puissances allaient y mettre un terme très rapidement. La visite du président Biden vient aussi dire nous vous soutenons et ce soutien se traduit par le fait qu'il n'y a pas de chronomètre diplomatique. C'est une guerre plus longue parce que nous n'en sommes qu'à la première phase. Nous n'avons pas encore d'horizon un horizon sur la fin de cette guerre. Et il y a encore des questions qui restent ouvertes, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs lors de la guerre du Kippour en 73. En 73, dès le deuxième jour, on avait une certitude sur le plan stratégique. On savait où c'était la guerre. Il y avait une guerre dans le Sinaï contre les Égyptiens, contre les Syriens sur le plateau du Golan. Il était clair que les Jordaniens n'interviendraient pas. Et donc, on connaissait bien la délimitation de cette guerre. Il n'y avait pas d'incertitude à ce sujet. Ce qui se passe ici, depuis cette guerre-ci, c'est qu'il y a une incertitude stratégique. Ça n'est pas seulement une guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, et peut-être Israël contre le Hezbollah au Liban. Il peut y avoir aussi la Syrie, il peut y avoir la Judée et Samarie, il peut y avoir aussi des événements à l'intérieur d'Israël, comme on l'a vu dans l'opération Gardien des Remparts. Cela peut être un soutien à venant du Yémen, avec l'Iran qui coordonne le tout et qui sert d'intermédiaire entre les différents acteurs. Et les Américains l'ont compris très vite. Général, j'aimerais vous regarder droit dans les yeux et que vous me disiez, est-ce que les Israéliens peuvent être confiants de ce que est en train de préparer l'armée israélienne? Vous êtes un général de réserve, vous connaissez parfaitement ce type de décision, et leur dire est-ce que oui ou non l'armée israélienne est confiante?
Tzahal se prépare à déployer des forces. La mobilisation des réservistes a été très rapide. Le matériel était relativement bon. Les forces sont prêtes à se défendre sur la frontière nord. Les forces offensives sont prêtes autour de la bande de Gaza. Et c'est seulement quand les opérations prendront place qu'on pourra savoir si ce sont des succès et si on utilise ces succès pour parvenir à la fin de cette guerre avec une victoire nette. Et nous sommes convaincus que ce sera le cas et aussi nous n'avons pas de choix. Tzahal doit gagner et le peuple est uni dans cette aspiration à la victoire. Merci, Général Gershon Cohen, infiniment d'avoir été avec nous. Je vous laisse, puisque vous avez énormément de travail, vous êtes sur le front nord actuellement, et on sait combien le Hezbollah est sur le point d'attaquer. Merci à vous. Océane, merci à vous, Général Cohen. C'est assez exceptionnel d'avoir un général ce soir. Je pense que Olivier Rafovitch, vous n'allez pas me contredire. Actuellement, en temps de guerre, Océane Nicole, ce qui se passe actuellement, c'est le Hezbollah a décidé avec minutie d'abattre toutes les caméras de surveillance pour rendre aveugle la frontière, c'est une évidence. Pour l'instant, c'est vrai que le Hezbollah n'est pas vraiment entré dans les combats, mais en effet, il y a ça quand même sérieusement, le Hezbollah commence sérieusement à titiller un petit peu les nerfs des Israéliens. Et pour l'instant, c'est des tirs de missiles, des tirs anti-chars et en effet des tirs de terroristes qui se trouvent le long de la frontière et qui en effet, pour l'instant, ciblent très méthodiquement plus en effet des installations militaires de Tzahal. Et l'objectif, tout ça, c'est de brouiller un petit peu le plus de pistes possible. Pour l'instant, le Hezbollah n'est pas officiellement rentré dans les combats. On espère que ça va être le cas. Évidemment, tout va dépendre de cette fameuse opération terrestre où là, vraisemblablement, ça risquerait de faire du bruit sur la frontière nord. Le Hezbollah a d'ailleurs menacé. L'Iran a même menacé d'ailleurs directement Israël qu'en cas d'opération terrestre, eh bien là aussi, il y aura une réponse de la part de l'Iran. Donc qui dit Iran dit Hezbollah, etc. Pour l'instant, ils sont un peu frileux. Il y a des tirs un petit peu sporadiques, tirs antimissiles, de roquettes, chars, etc. Mais pour l'instant, ils ne sont pas officiellement entrés et à cela, à chaque fois, l'armée israélienne riposte. Réponse mesurée. En 2 mots, très rapidement, au colonel de réserve Olivier Rafovitch, comment expliquer aux députés français, parce que vous les avez rencontrés cette semaine, que le Hezbollah est une organisation terroriste et qu'elle est en train de tuer des soldats? Un colonel est mort. C'est bien que vous parlez de cette visite parce que la France peut jouer ici et joue un rôle important pour essayer de calmer au Liban le Hezbollah. Il y a une influence toujours française importante au Liban, même si cette influence a baissé avec le temps. Le Hezbollah, si il va au-delà de ce qui se passe actuellement, Israël détruira le Hezbollah totalement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où l'État d'Israël, notre État, ne peut plus se permettre, je dis bien ne peut plus se permettre d'avoir des armées terroristes extrêmement importantes qui, avec le temps, deviennent des monstres au niveau du nombre, au niveau des armements et surtout au niveau de la capacité opérationnelle et celle de tuer. J'aurais juste fini par une phrase très courte. Ce qui s'est passé le 7 octobre est quelque chose de tellement immonde et tellement terrible qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'état d'esprit de Tzahal et des Israéliens s'est changé radicalement pour une volonté de détruire ces armées terroristes qui nous menacent depuis des années et des années. Merci beaucoup. Nous allons gagner cette guerre. Merci. Nous allons gagner cette guerre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. On rejoint le Sud avec Yaron Bouskila, lieutenant-colonel. Vous êtes sur place, vous avez combattu vous-même les terroristes depuis plusieurs jours. Et là, aujourd'hui, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous allez également chercher de l'autre côté de la barrière de sécurité pour aller chercher encore et toujours les corps, peut-être les corps des Israéliens qui restent de l'autre côté.
Oui, c'est tout à fait vrai. Après la première étape, au cours de laquelle l'armée a dû stabiliser la ligne de contact qui avait été brisée par les terroristes et reprendre le contrôle des localités et des bases militaires. Je vous rappelle que plus de 2000 terroristes sont introduits sur le territoire israélien. La deuxième étape, qui est extrêmement importante, c'est de localiser, de trouver les morts israéliens qui parfois sont encore sur le terrain. Parfois, il y a des tentatives d'enlèvement vers la bande de Gaza, et à cause des opérations qui ont été faites pour empêcher les enlèvements, certains corps sont restés sur le territoire israélien, certains dans la zone proche de la clôture, certains au-delà de la clôture. Yaron Bouskila, vous avez connu l'opération Rempart il y a plus de 20 ans de cela. Et vous m'avez dit que rien ne vous préparait à affronter des terroristes. Vous m'avez dit hors antenne que vous étiez à quelques dizaines de mètres à peine des terroristes lorsque vous les avez combattus vous-même en Israël, sur le territoire israélien. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ce qui est différent de l'opération Rempart, où nous étions en général dans le territoire où l'ennemi se préparait à se défendre, cette fois-ci, ils étaient présents sur notre territoire, ils en sont pris à des civils qui participaient à une fête, ils se sont même introduits à l'intérieur des bases militaires. Et donc, cela a été très complexe. D'abord, de combattre des milliers de terroristes. Certains sont entrés dans la base militaire où je suis arrivé. On a dû combattre à l'intérieur de cette base militaire. Ils se cachaient dans des chambres, parfois même dans les toilettes et dans d'autres lieux. Et il a fallu les atteindre à l'intérieur de la base pour que la base puisse reprendre son activité. Moi, je suis officier chargé d'opération de la bataillon de Gaza, et il fallait d'abord nettoyer la base de commandement de ces terroristes. Ça a été très complexe, et même lorsqu'ils ont pris la fuite avec des civils israéliens, on a dû faire des opérations chirurgicales pour ne pas s'en prendre à ces civils israéliens et ne s'en prendre qu'aux terroristes. Donc c'était une opération très difficile et complexe. Et lieutenant-colonel, vous dites justement très bien en période de réserve que actuellement vous êtes commandant des opérations spéciales de la division, de ce qu'on appelle la division Gaza. À l'heure actuelle, après avoir pris des coups justement, et des coups sévères au cours de cette attaque terroriste du Hamas, vous leur dites quoi à vos hommes ? Ce que je leur dis, c'est qu'en tant qu'armée, nous nous préparons pour défendre notre pays face à un ennemi qui s'en prend à une armée. Parfois, il y a des terroristes, mais jamais on n'aurait imaginé des gens qui viendraient massacrer des enfants, massacrer des personnes âgées, enlever des bébés. Je suis désolé de décrire les choses comme ça, mais je l'ai vu brûler des bébés, commettre des actes abominables. C'est quelque chose... on n'imagine pas que des êtres humains sont capables de faire cela. Et maintenant, il est temps de combattre non pas l'ennemi mais le mal, ce mal immense. Au-delà des meurtres, ils ont aussi torturé des gens vivants, sont même pris aux dépouilles. C'est quelque chose auquel nous sommes confrontés. Nous devons vaincre ce mal. Nous ne sortirons de la bande de Gaza que quand il n'y aura plus de Hamas, plus de djihad islamique, et quand les habitants du Sud n'auront plus à entendre des sirènes, des alertes à la roquette et craindre des tunnels. Tout cela sera derrière nous après cette guerre. Ça sera ma dernière question, lieutenant-colonel Yaron Bouskila. Je me fais le porte-voix des parents qui ont envoyé leurs enfants pour l'instant en période de réserve, dont certains sont des soldats réguliers. Vous savez comment on commence une guerre, on ne sait jamais comment on la termine. On sait qu'il y a un prix à payer à une guerre. Et vous dites, mais ce prix, on doit le payer.
une fois pour toutes? Je dis tout d'abord que ceux qui paieront le prix le plus lourd et qui ne savent pas comment la guerre va se terminer, c'est nos ennemis. Le Hamas et le djihad islamique se sont lancés dans une guerre qui va leur faire payer un lourd tribut. Et même les civils, malheureusement, qu'ils utilisent comme bouclier humain, vont être les victimes de cette guerre. Et c'est eux qui prennent en otage leur propre population. Il est dommage que les civils dans la bande de Gaza ne les rejettent pas et ne laissent les utiliser pour combattre celles. Donc le plus lourd prix à payer sera celui payé par le Hamas et le djihad islamique. C'est eux qui ne savent pas comment cette guerre va se terminer. C'est eux qui vont être les premières victimes de cette guerre. J'espère qu'aucun soldat ne sera blessé ou tué. Nous allons tout faire pour que les soldats rentrent chez eux sains et saufs et que les terroristes, eux, payent le prix. Merci énormément, Yaron Bouskila. Il est 23h et vous êtes debout depuis quasiment 4h du matin. On vous laisse vaquer à vos... vaquer. On vous laisse retourner surtout au commandement du centre de la division de Gaza. Et donc, protégez vos hommes. Je ne suis pas debout depuis 4 heures, mais effectivement, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière. Vous êtes humble en plus. Merci, lieutenant-colonel Yaron Bouskila, d'avoir été avec nous. Océane Nicole, il y a le sud, on a très peu parlé des civils dans le nord, évacuation des localités de 0 à 5 km, c'est presque du jamais vu. Justement, signe qu'en effet, même si le Hezbollah n'est pas rentré officiellement dans les combats, encore une fois, il y a des tirs un petit peu sporadiques, mais ça a quand même fait des victimes côté israélien. Il me semble qu'il y a au moins 7 Israéliens dans les rangs de Tsahal qui ont été tués ces derniers jours en raison des combats avec le Hezbollah. Tsahal se prépare quand même à tous les scénarios et prend très au sérieux les menaces de l'Iran et du Hezbollah. Jusqu'à présent, en effet, c'était les localités de 0 à 2 km tout le long de la frontière nord qui avaient été évacués, et là ça vient d'être augmenté de 0 à 5 km. Ça représente des dizaines de milliers d'habitants qui vont donc être évacués. L'objectif, c'est un petit peu stériliser toute cette zone qui pourrait être susceptible de danger si en effet le Hezbollah montait un petit peu d'un cran dans cette guerre qui oppose pour l'instant Israël et le Hamas, mais signe que la tension est quand même à son comble aussi à la frontière nord. Et ça répond effectivement à la question de savoir effectivement des populations n'acceptaient pas le fait que lorsqu'ils se trouvaient à 4 km 1, ils ne pouvaient pas être remboursés. Là, ça va être le cas. On se souvient effectivement, Océane, de tous ces entraînements au cours des mois précédents qui ont permis à l'armée israélienne d'être prêt, le moment voulu, à évacuer ces dizaines de milliers de personnes. Tout à fait. Et on en a parlé des dizaines de fois ensemble, des exercices, les scénarios catastrophes auxquels se préparait l'armée israélienne face au Hezbollah. Le Hezbollah que Tsahal s'est pas vraiment opposé au Hezbollah depuis 2006 et la deuxième guerre du Liban. Et on sait que en toutes ces années, bien le Hezbollah a su se réarmer. Attention, le Hezbollah, l'arsenal militaire du Hezbollah est quand même beaucoup plus important, beaucoup plus puissant que l'arsenal militaire du Hamas. Ils ont des missiles, des roquettes de beaucoup plus longue portée. Et en effet, Tsahal se prépare depuis des années. C'est pourquoi que maintenant, Tsahal est plus que jamais prête à cet éventuel conflit direct avec le Hezbollah. Merci Océane. Alors je disais tout à l'heure que dans cette guerre il y a un prix à payer et celui qui l'a payé à 2 reprises déjà. Et il me fait un immense honneur d'être ce soir et il a accepté. Ilan Moreno, merci d'être avec nous. Ilan, merci. Bonsoir. Vous avez perdu votre fils et il y a plus de 17 ans, Emmanuel. En effet. Et vous perdez votre petit-fils. Il y a une semaine de cela, vous êtes toujours en période de deuil. Première question, elle est tellement basique, mais est-ce que, dans quel état êtes-vous, vous et votre épouse? Et je pense aussi au père de Itai, le rabbin Moshe. Non, Moshe n'est pas rabbin, il est... enfin bon, il n'est pas loin de l'être. Nous sommes en très mauvais état, nous sommes en petits morceaux, bien sûr.
Mais en vérité, ça n'est pas un deuil individuel, c'est aussi un deuil collectif. Nous apprenons tous les jours, nous sommes venus nous rendre visite des parents d'enfants qui sont tombés la semaine dernière également. Nous sommes un pays en guerre et nous sommes très nombreux à avoir payé ce prix-là. Nous ne sommes pas les seuls. Est-ce que vous pouvez, pour élever la mémoire d'Itaï, rappeler et nous informer qui était Itaï Moreno? Itaï est un garçon souriant, adorable, un garçon de 24 ans, marié depuis 1 an et demi avec une fille fantastique, a fait son service dans l'unité combattante pointue et a travaillé pour se payer ses études dans les services de sécurité, dans les services de sécurité. Et au moment où dimanche, il a été appelé, en réalité, il a été appelé à 2 endroits, là où il travaillait, parce qu'il travaille aussi pour la sécurité, mais il a été aussi rappelé par son unité. Il a préféré choisir de rejoindre ses amis avec lesquels il avait déjà servi pendant 3 ans. Et voilà, un garçon adorable, gentil, intelligent, bon élève, étudiant, réussissant à tout, et voilà. Et mort pour Israël, comme d'autres. Et Ilan, ça ne nous console pas pour autant. Ilan, vous êtes sioniste, vous avez la foi aussi? Non, pas du tout sioniste, j'habite Israël. Les sionistes, c'est ceux qui ont pris l'avion pour venir en Israël. Ça dure 4 heures, il paraît qu'avec Allah, ça peut durer 3h45, donc ça ne dure pas très longtemps, le sionisme. Et ensuite, on est israélien. Alors, vous êtes israélien, je reprends ma question. Oui. Et où vous trouvez cette force d'être encore debout, malgré toute la tragédie de la famille? Je ne sais pas comment vous dire. Lorsque nous sommes allés pour entraîner notre petit-fils la semaine dernière, nous avons dû attendre 2 heures après l'heure prévue. Et un père et sa femme, bien sûr, ont enterré 2 fils, 2 frères qui étaient partis ensemble au combat et qui sont morts le même jour, je crois, la même soirée que notre petit-fils. Voilà. Nous tirons notre force dans le fait que nous sommes un pays au combat, un pays mobilisé. Malheureusement, d'autres sont tombés également. Et le fait de recevoir, comme aujourd'hui, une famille qui venait de sortir de son deuil et qui est venue me rendre visite, vous donne une force énorme. Ça ne nous console pas. Ça me donne de la force. Voilà. Et je souhaite à mon fils de passer les 10 premières années sont les plus difficiles. Nous en avons fait l'expérience. Et puis et de se remettre. Effectivement. Lui, ses enfants, sa femme, une famille brisée. Effectivement, papa d'Emmanuel, qui a été tué au combat en 2006, au sortir de la Seconde Guerre du Liban, et aujourd'hui, grand-père d'Itaï Moreno, qui est tombé également au combat. Et je dois vous dire, c'est un message personnel, Ilan, à chaque fois que je vous parle et à chaque fois qu'on se rencontre, ce n'est pas la première fois que je vous interviewe, c'est vous qui me donnez la force. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est vous qui me renforcez. Et vous renforcez également, je me fais le porte-voix d'Océane ici en plateau. C'est vous qui nous donnez la force. Merci, Ilan Moreno, tellement d'accepter à chaque fois que je vous demande de parler. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Océane Nicole, à l'heure actuelle, effectivement, on se dit, et je disais à Ilan Moreno que cela nous donne la force, à nous, de continuer, parce que c'est une guerre aussi de communication à l'heure actuelle. Et il faut expliquer au monde ce qui est en train de se passer. Tout à fait. L'exemple, on peut prendre cette fameuse frappe à l'hôpital où en effet tout est... On s'accuse les uns les autres, enfin les médias accusent beaucoup Israël. En effet, c'est une guerre de communication et chaque information, il faut la prendre, il faut la décortiquer, et à chaque fois
on reçoit les premières informations, il faut les décrypter, analyser aussi. Et typiquement, cet exemple avec cette frappe, c'est l'exemple même. On reçoit une information, il faut vérifier, l'analyser. Et typiquement, c'est une guerre de communication aussi, dans toute cette guerre psychologique que veut donner le Hamas. En donnant des informations, des photos, en donnant des vidéos. On a vu cette semaine pour la première fois une vidéo d'une otage israélienne qui était en vie, qui disait même, elle avait l'air de dire qu'elle était soignée. Tout ça, ça rentre aussi dans cette guerre psychologique que veut montrer le Hamas. Le Hamas a des télévisions, a les réseaux sociaux. Il voit très bien que les yeux du monde sont tournés vers cette région, vers Israël, vers cette guerre avec le Hamas. Le Hamas a aussi très bien compris que, pour une fois, après ce massacre du 7 octobre, Israël a reçu les condamnations de beaucoup de pays occidentaux, alors qu'habituellement, c'est pas vraiment le cas, on le sait malheureusement. Donc le Hamas peut-être a voulu aussi un petit peu inverser les choses, et c'est pourquoi que tout est très minutieusement calculé malheureusement par le Hamas. Merci Océane Nicole. Allez, on se tourne vers, vous parlez du tout est calculé par le Hamas justement, Major G, merci d'être avec nous. Vous êtes commandant d'une unité d'élite de l'ingénierie militaire. Quelle est votre fonction en recensant... Ma fonction est commandant de l'Institut national de la neutralisation des munitions. Toutes les armes, toutes les munitions, tous les explosifs que les hommes de l'unité Yahalom trouvent sur le terrain arrivent ici pour un recensement intégral, avant d'être entreposés et analysés pour nous permettre d'avoir plus d'informations sur l'ennemi. Tout le matériel de guerre qui se trouve ici m'a été envoyé pour être étudié afin de procéder à l'enlèvement intégral de tous les engins explosifs. Quel type d'armes avez-vous recensé, avez-vous retrouvé ? Je peux vous dire que nous n'avons pas encore vu d'armes iraniennes, mais nous avons identifié du matériel de guerre de fabrication nord-coréenne. Ce n'est pas nouveau. Nous savons qu'il y en a dans la bande de Gaza. Nous en avons trouvé pendant l'opération Bordure Protectrice, des roquettes nord-coréennes. On en trouve dans le monde entier, dans diverses organisations terroristes. Selon la plupart des experts, le Hamas n'était pas venu pour attaquer, mais bien pour conquérir le Sud. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils sont arrivés avec des quantités énormes d'explosions, d'engins explosifs, d'armes. Tout cela a été saisi et stoppé par l'armée. Ils sont arrivés avec du matériel médical pour pouvoir rester ici longtemps, avec de la nourriture, de l'eau, avec ce qu'il faut pour pouvoir rester ici de nombreux jours. Mais Tsahal a stoppé tout cela à temps et les a empêchés de mettre leur plan à exécution. Vous attendez quoi pour la suite ? Il y a un problème technique visiblement. En cas d'incursion terrestre, votre rôle, ça va être lequel finalement, puisque votre spécialité, c'est aussi le combat en souterrain ? Pour l'instant, notre mission est de faire en sorte que les opérations de sécurisation se poursuivent comme il faut, protéger le front intérieur, permettre aux avant-postes de fonctionner comme d'ordinaire, éliminer toutes les armes dangereuses et les engins explosifs dans différentes localités. Dès que la guerre s'étendra, les forces de l'unité Yahalom entreront dans la bande de Gaza avec toutes les troupes de Tsahal et exécuteront leur mission coûte que coûte. Vous vous attendez à des surprises ou pas ? Je ne pense pas que le Hamas puisse nous surprendre avec de nouvelles armes ou de nouveaux tunnels. Et à quoi doit-on s'attendre justement à l'intérieur une fois les combats lancés ? Nos troupes sont bien préparées dans des centres d'entraînement, aussi bien au sol que dans les tunnels souterrains, dans toutes les configurations possibles, pour affronter des engins explosifs de tout type, dans tous les cas de figure qui se présenteront. Merci à vous, commandant G, d'avoir été avec nous. Merci à Vamergy également qui a permis de réaliser cet entretien. Alors, je me tourne également maintenant vers une profession que vous connaissez peu, finalement. Lisa, merci d'être avec nous. Vous avez été ce que l'on appelle en hébreu tatzpitanit, c'est-à-dire contrôle visuel, sentinelle de contrôle visuel à la frontière. C'est grâce à vous et on vous appelle les yeux du pays. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi vous êtes les yeux du pays, Lisa ? Alors, bonsoir. Tatzpitanit en français, c'est observatrice. J'étais observatrice sur la bande de Gaza.
On nous appelle les yeux du pays parce que pendant notre chéroute à l'armée, on doit être devant l'écran pendant 4 heures d'affilée. 4 heures où on ne peut pas bouger les yeux, où on ne peut pas clignoter, on ne peut pas cligner des yeux, on ne peut pas regarder sur les côtés. Quand on change de garde entre nous, entre les filles, on attend que celle qui nous change, elle regarde l'écran et après on peut sortir de la chambre. C'est pour ça on connaît toute la région, tout le terrain comme notre propre main. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai fait des dizaines de reportages avec justement les observatrices du contrôle visuel. Et lorsque je vous ai téléphoné pour vous demander d'intervenir ce soir, vous m'avez dit c'est important pour moi. C'est important pour moi après ce qui s'est passé le 7 octobre. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est pas pour rien que être observatrice à l'armée, c'est le job le plus dur de Tsahal. C'est le job le plus dur de Tsahal. Et c'est que les filles qui font ce job-là, parce que c'est que nous qui avons la compétence, je veux pas dire du mal d'autres, mais qui pouvons être vraiment concentrés pendant 4 heures d'affilée et regarder l'écran. Il n'y a pas une chose qu'on ne voit pas. Okay, si c'est un buisson qu'on ne connaît pas, si c'est une pierre qui n'est pas à sa place, on est au courant de tout et on voit tout. Et c'est important de faire passer ça au pays, que la conception de croire les limites que les Palestiniens peuvent s'approcher de la frontière sont de 300 mètres. Ok ? Nous, on est au courant de ça et eux, ils sont au courant de ça. Et il n'y a pas moyen de s'approcher des 300 mètres. Mais alors... Quand il y avait un oiseau qui touchait la frontière, on appelait les combattants pour venir voir. Mais alors... Quand il y avait un chat qui s'approchait, ils étaient tous là à sauter sur le terrain pour voir ce qui se passe. Donc à partir du moment où les observatrices ont été complètement à l'aveugle, puisque c'est une attaque en règle qui a été commise le 7 octobre, finalement il n'y avait aucune manière finalement pour elles de diriger les troupes. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas exactement, mais c'est sûr qu'elles ont dû partager ce qu'elles ont vu, et c'est sûr qu'elles ont appelé les combattants pour voir ce qui se passe. Après être devant 1000 terroristes qui essayent de passer la frontière, ils se sont approchés, ils ont tiré sur les matlemotes, et je pense qu'ils étaient déjà neutralisés à ce moment-là. C'était important pour nous aussi, pour vous, Lisa, de raconter ce qu'est une observatrice, votre rôle. Vous leur souhaitez quoi aux prochaines recrues, finalement, qui vont aller à Gaza très rapidement ? Déjà qu'on les supporte, qu'à la maison, on est là, on leur souhaite qu'ils rentrent vite, qu'ils fassent le travail comme il faut. On ne s'occupe pas, on n'est pas devant un ennemi, on est devant un monstre qui n'est pas humain. Et on doit faire... ils savent leur travail, tout le pays est avec eux. On leur porte tout le soutien et on va continuer à apporter ce soutien. Et je pense que tout le monde a la rage dans les yeux et veut convaincre ce monstre. Merci beaucoup, Lisa, observatrice au contrôle visuel de la frontière. Merci à vous. Alors, vous me disiez justement, en préparant cette émission, que vous avez choisi de venir en Israël, de vous engager. C'est exactement aussi le cas de plusieurs d'entre eux qui ont décidé de tout lâcher ces dernières semaines et venir rejoindre leurs frères d'armes en période de réserve en temps de guerre. Sujet d'Eric Fendler. 1h du matin, aéroport de Larnaca, Chypre. Tout est calme, excepté autour des 170 jeunes Israéliens. Nous arrivons de Buenos Aires. Ça a pris du temps. Depuis une semaine, nous essayons, mais on nous a annulé les vols 4 fois de suite. L'armée m'appelle 4 fois par jour. Ça doit être vraiment urgent. C'est ma convocation pour mon incorporation immédiate. Yuval rejoint son unité et moi je vais faire du volontariat. Nous sommes partis en Colombie pour apprendre à danser. C'était vraiment un rêve pour nous et nous avons
travaillé dur plusieurs années pour pouvoir faire ce voyage. Mais nous avons eu quelques secondes d'hésitation. Nous devons rentrer sans aucun doute. De toute façon, j'ai été mobilisée. Nous étions en voyage de noces avec mon mari au Brésil et nous avons reçu un coup de téléphone urgent dès que la guerre a commencé. Nous sommes tous les deux mobilisés. Dès le début de la guerre, nous sommes restés dans la chambre sans savoir quoi faire. Mais dès que les choses ont pris de l'ampleur, on a tout laissé et on a décidé de rentrer. Ce qui est incroyable, c'est que quand il y a une guerre quelque part, en général, les gens se sauvent. Alors que chez nous, les gens reviennent des 4 coins du monde pour rentrer en Israël et rejoindre l'armée pour se battre. Ceux ayant déjà quitté le Brésil ont commencé leur périple 20 heures plus tôt. Ils ont stoppé leur voyage en plein milieu, ont fait leurs sacs et attendent de les changer contre leur barda militaire. Cette opération compliquée à mettre en place est à l'initiative du Keren HaYesod. Durant ces derniers jours, 170 touristes israéliens se trouvant en Amérique du Sud ont pu être contactés alors qu'ils essayaient de rentrer par tous les moyens en Israël. Le Keren HaYesod du Brésil a pris en charge le coût de ces vols d'urgence. Quelques instants avant de monter dans l'avion, ils chantent la Tikva. J'étais en Colombie pour faire un doctorat en anthropologie et j'ai entendu qu'il manquait de paramédics. Donc on y va. J'ai eu le temps de me promener pendant environ 1 mois et demi en Argentine, juste après avoir terminé ma période d'1 mois de réserve. Et maintenant, j'y retourne. Après une longue escale à Chypre, l'embarquement commence à bord d'un avion Arkia, cette fois pour Tel Aviv. Il m'est arrivé exactement la même chose pour l'opération Bordure Protectrice. J'ai atterri à 6h du matin, à 2h de l'après-midi j'étais à Gaza. Donc à mon avis, demain après-midi je serai déjà sur le terrain. Peu importe si je n'ai pas reçu d'ordre de mobilisation, je rejoins mon unité, un point c'est tout. J'ai 6 enfants qui m'attendent à la maison, mais j'ai été mobilisé. Je commande une unité de tireurs d'élite. Donc je passe par la maison embrasser mes enfants et je rejoins mon unité. Je laisse mes enfants, mais je rejoins mes frères d'armes. Donc ça reste dans la famille. Je suis d'Otiniel et nous avons déjà perdu quelques amis, dont un qui s'est battu à Be'eri. Chacun de ces 170 jeunes qui vont rejoindre leurs unités et pour certains combattre viennent des 4 coins du pays, de différentes couches de la société israélienne et avec des idéologies politiques différentes. Mais quand vient l'heure de vérité, tout le monde, sans exception, se mobilise. Après le 7 octobre, il n'y a pas l'ombre d'un doute, on y va évidemment. Vous avez là des religieux, des hommes, des femmes, des laïcs. C'est la beauté de notre peuple qui s'unit dans ces moments difficiles. Nous sommes forts et nous gagnerons cette guerre ensemble. Vous connaissez tant de noms d'amis de la liste des disparus, que vous avez tellement d'amis blessés dans les hôpitaux, on ne se pose pas de questions. Si pas maintenant, alors quand? À 2h30 du matin, ces 170 jeunes Israéliens atterrissent en Israël. Océane, Nicole, il y a les États-Unis effectivement qui sont présents. Joe Biden a été catégorique, il est avec Israël. Tout à fait, ça c'est dès le premier jour. Washington qui n'a pas arrêté de montrer un soutien inébranlable à Jérusalem. Joe Biden et Benjamin Netanyahu se sont eus 5 fois au téléphone. En ce moment, Joe Biden est d'ailleurs ici en Israël. Il y a eu aussi Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui est venu déjà à 2 reprises ici en Israël. Lloyd Austin également, secrétaire américain à la Défense. Ballet diplomatique américain pour montrer un soutien inconditionnel à Israël. Anthony Blinken et aussi Joe Biden qui s'est entretenu aussi avec Mahmoud Abbas, avec des responsables aussi en Jordanie, en Égypte, au Qatar, pour essayer de jouer un petit peu, de jouer la voie diplomatique pour essayer de calmer la région, mais aussi pour essayer d'espérer ramener les otages ici en Israël, les libérer, puisqu'on sait qu'il y a au moins, malheureusement c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter, 199 Israéliens actuellement détenus dans la bande de Gaza. Parmi eux, il y a beaucoup de ressortissants américains, d'Israéliens qui ont également la double nationalité. Donc les États-Unis montrent un soutien. On l'a vu aussi dans la déclaration et l'entretien entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu et entre Joe Biden et Yitzhak Herzog. Les États-Unis qui
ont quand même émis certaines conditions à Israël. Ils ont clairement dit qu'ils ne veulent surtout pas qu'Israël commence sur le front nord. Pour l'instant, c'est respecté par l'armée israélienne, puisque depuis le début de ce 7 octobre, l'armée israélienne n'a fait que riposter, n'a fait que répondre aux provocations, aux agressions du Hezbollah avec des tirs de missiles anti-chars, des tirs de roquettes, des infiltrations, des tirs de terroristes postés le long de la frontière libanaise. Donc c'était vraiment la demande des États-Unis qu'Israël ne tire pas les premiers et ne provoque pas ce conflit tant redouté sur le front nord, puisqu'on sait que le Hezbollah, encore une fois, est très armé. L'arsenal militaire du Hezbollah n'est pas l'arsenal militaire du Hamas. Ils ont des missiles extrêmement puissants. Depuis 2006 et la deuxième guerre du Liban, ils se sont considérablement armés et ils ont des dizaines, des centaines de terroristes et des missiles toujours plus puissants sur le front nord. Raphaël Ayoun, il nous reste malheureusement 2 minutes pour terminer avec vous, très rapidement malheureusement. Et vous me promettez que la semaine prochaine, on terminera cette interview parce que c'est très important. Vous avez tout prévu, vous êtes un hacker, vous avez réussi à percer les codes du Hamas pendant des années et personne ne vous a entendu. Racontez-nous très rapidement. Malheureusement, il nous laisse très peu de temps et on vous retrouve la semaine prochaine. Très brièvement, depuis 12 ans, j'écoute nos ennemis. Depuis 2019, j'avertis, je lance des avertissements quant à la possibilité d'enlèvement et de la prise par le Hamas de localités. 2022, on a déjà vu des entraînements très sérieux de la part du Hamas. Ils s'entraînaient à prendre le contrôle des localités de Kerem Shalom Azikim, avec plus de personnes tuées, plus de personnes kidnappées. Voilà, c'était quelque chose déjà d'invraisemblable. Raphaël Ayoun, j'aimerais vous remercier. Malheureusement, il nous reste que quelques secondes. Vous me promettez que la semaine prochaine, vous êtes avec nous et on réalise cette interview parce que les Israéliens ont le droit de savoir ce que vous avez prévenu et pourtant personne ne vous a entendu. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. J'aimerais remercier l'intégralité de mon équipe qui a encore une fois réalisé. Merci à vous. Merci également à Caroline Ayad qui a pu faire en sorte que Dor Shachar soit avec nous ce soir. Bonne soirée à tous et à toutes sur i24 News.